Le barreau va-t-il sanctionner Maître Branco ? Nous avons eu la chance et l'honneur de pouvoir assister à l'audience qui s'est tenue à la Maison du Barreau le 15 octobre dernier. Cette démarche citoyenne consistant à soutenir cet avocat n'a rien à voir avec le fait d'apprécier ou non la personnalité ou les convictions de Juan Branco, et encore moins avec le fait de soutenir ou non sa candidature aux prochaines présidentielles ou son système de ruche qui permet aux citoyens de s'investir. Non, cette démarche aurait dû être faite par des centaines d'avocats et des millions de citoyens, car elle nous concerne tous. En effet, il s'agissait ici de nos libertés à tous. Si cet avocat qui défend les libertés des citoyens face au pouvoir, face au lobby, et qui le fait également dans différents pays du monde et particulièrement en Afrique, est sanctionné, voire radié 3 ans comme le demande la partie poursuivante, cela envoie un message à tous les avocats de ne plus défendre les libertés face au régime autoritaire vers lequel la France glisse de plus en plus. Et nous espérons que le barreau de Paris restera un des derniers remparts. C'est notre liberté d'expression et d'opinion qui est visée, alors que ce sont des éléments fondateurs de notre si précieuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les choses avaient bien mal commencé ce mercredi matin à 9h30. Car l'auditorium prévu pour pouvoir accueillir 300 personnes dans le public pour assister au débat avait été remplacé par une petite salle ne pouvant accueillir que 30 personnes. Les 9 avocats de Maître Branco ont tenu bon. Et finalement, nous entrons dans l'auditorium à 10h30. Parmi les 9 avocats de la défense, 5 sont africains. Ils ont fait des milliers de kilomètres pour soutenir leurs confrères qui les avaient aidés dans leur pays. 3 venaient du Sénégal, 1 du Bénin, 1 des Comores. Mais, alors que le président avait été informé depuis plusieurs jours que ces avocats d'Afrique devaient plaider, il leur indique qu'ils ne peuvent pas plaider étant donné qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne. On soupçonne alors la pression du gouvernement derrière cette tentative. Heureusement, les avocats africains lui montrent à travers les textes internationaux de conventions bilatérales qu'ils ont parfaitement le droit de plaider. Seuls les Comores n'ont pas de convention bilatérale, mais l'avocat des Comores a déjà plaidé en France à plusieurs reprises. Il suffit pour cela que le juge lui donne l'autorisation. Les 4 avocats et le juge qui constituent le jury se retirent pour prendre leur décision. Et devant la salle comble de 300 citoyens qui leur indiquent « on vous voit », ils acceptent et les débats commencent enfin. Petite précision, d'autres avocats africains devaient se joindre à la défense, mais la France leur a refusé un visa malgré ses conventions bilatérales. Seuls ceux ayant déjà un visa ont pu venir, ainsi qu'un avocat ayant réussi à obtenir en 10 minutes un passeport diplomatique du Sénégal. Là encore, on voit le blocage gouvernemental à l'œuvre. Commence alors un enchaînement de questions de la part du jury, mais également des 9 avocats, qui permettent ainsi à Maître Branco de se justifier sur les raisons bien maigres de sa remise en cause, mais surtout qui permettent de remettre les 3 contextes, qui sont des démonstrations de harcèlement envers sa personne, allant jusqu'au faux et usage de faux. Tout montre une manœuvre politique. L'accusation commence les plaidoiries avec un manque criant de modération. Premièrement, concernant l'interrogation sur l'éthique qui est en vigueur en Afrique, ce qui fait frémir la salle et bondir un avocat sénégalais. Puis, concernant la peine extrême de 3 ans de radiation ferme, ce qui est complètement démesuré. Commencent ensuite les 9 plaidoiries des 9 avocats. Tous brillantissimes, tous avec des arguments différents, des caractères différents, nous emmenant du rire aux larmes. Un moment inoubliable et historique, avec pour fil rouge cette demande au barreau de Paris de ne pas céder à l'influence du politique. Une leçon de dignité, de liberté, d'éthique, de la part de pays africains dont certains subissent des régimes extrêmement autoritaires. L'émotion également d'une ancienne collaboratrice de Maître Branco, ayant vécu de l'intérieur le harcèlement de ce dernier par le gouvernement, mais qui ne regrette rien, car elle a appris avec lui que l'important est de défendre des causes justes. Les choses sont très claires pour tous. Si cette audience a lieu, c'est parce que cet avocat s'appelle Juan Branco et qu'il dérange le pouvoir en place.
Merci à eux de combattre ainsi pour nous tous. Le verdict sera donné le 10 décembre. Venez nombreux défendre à leur côté la liberté. Voici les déclarations de Juan Branco et de ses avocats à la sortie des 8h30 d'audience. Puis, dans une deuxième vidéo, notre passage sur la chaîne Nexus avec le témoignage poignant de Maître Larifou des Comores. Bravo. Je voudrais vous remercier tous, entouré de trop nombreux policiers. Mais après, je verrai rien, moi. Des robes noires et des citoyens français se sont réunis pour défendre des principes et tenter d'abattre une machination parmi trop d'autres, trop nombreuses, qui en l'occurrence tentait de s'abattre sur moi. Je tiens à vous dire que si nous sommes là tous, parce que les confrères qui ont plaidé ce jour, avec des mots qui m'ont ému aux larmes, et qui devraient émouvoir chacun des Français qui ont eu la chance d'y assister, parce qu'ils montrent les liens qui demeurent malgré les malaisances, les malfaisances de nos dirigeants. Ces êtres-là démontrent qu'un lien demeure et que la possibilité d'un autre monde existe également. Ces êtres ont vécu la torture, des poursuites, la violence. Ils ont défendu des hommes qui sont morts, des femmes, des enfants, pour avoir défendu leur liberté et leur souveraineté. Ils l'ont fait pour s'opposer à des machinations comme celle à laquelle nous venons d'assister. Et je dois dire que mon honneur et mon bonheur est d'appartenir à votre peuple. Mon honneur et mon bonheur est que vous ayez été à nos côtés pour leur montrer que nous n'étions pas seuls et que nous ne lâcherions rien. Bravo! 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 Avant de laisser la parole à mes confrères, je veux, à travers vous, m'adresser à la France, qui est un pays qui tremble, qui s'inquiète. Vous, comme les forces de l'ordre qui nous regardent de l'autre côté, qui savent les inquiétudes qu'ils peuvent nourrir à l'égard de leur situation, de leur destin et de celle de nos enfants communs. Nous sommes à un moment de bascule où la moindre concession que l'on fera aux offensives qui seront menées contre chacun d'entre nous, qu'il soit porteur d'une robe ou non, mais qui à un moment donné sera poursuivi, persécuté du fait de ses idées et de ses engagements, doit nous mobiliser tous. Et nous devons lutter contre le principal phénomène, contre le principal allié du pouvoir aujourd'hui, la solitude et le désengagement. Nous devons nous battre, nous devons ne lâcher pas un centimètre face à ces êtres qui sont prêts à tout pour demeurer au pouvoir et pour continuer à nous mener dans les effondrements qui sont les leurs. Je vous remercie à tous d'avoir démontré par votre présence, malgré la forte mobilisation policière, malgré les tentatives d'intimidation, malgré le silence médiatique indécent, encore plus indécent que celui des confrères qui ont enclenché ces procédures, encore plus indécent que ceux des magistrats qui ont cherché à me faire poursuivre, encore plus indécent que celui des politiciens qui sont aujourd'hui en train de mener de basses manœuvres pour sauver ce qui ne devrait pas l'être. Je vous remercie d'avoir fait votre chemin de très loin, pas d'aussi loin que les milliers de kilomètres qu'ont traversé chacun de nos confrères, mais en faisant un effort que je reconnais et que je sais suffisamment lourd, au regard notamment de la condition de beaucoup, pour qu'il me touche et qu'il m'accompagne à jamais. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être français, je vous le remercie de lutter pour une idée de notre pays que d'autres essayent d'écraser. Nous tenons à préciser à votre attention que c'est pour avoir envoyé une enveloppe noire à un juge que notre confrère
a été attrait devant cette juridiction pour être humilié, pour être muselé. Nous autres, Sénégalais, nous sommes venus et nous sommes fiers d'être à ses côtés. Parce que ce confrère a enduré. Il a été emprisonné 3 jours durant dans les geôles des prisons sénégalaises sous l'ancien régime dirigé par Macky Sall pour la défense de la défense. Par conséquent, ce que nous faisons ici, c'est un devoir de solidarité. C'est un devoir qui nous incombe, car la défense est universelle. Je vous remercie. Nous prenons cette occasion pour remercier notre confrère Branco. Notre présence ici, cette audience ici, justifie, en tout cas appelle à une nécessité absolue de la présence de l'avocat. Le monde qui est en plein chamboulement a besoin d'avocats, des avocats libres. Notre présence ici illustre cette nécessité qui est une nécessité absolue. Donc, cette audience était l'occasion de réaffirmer cette nécessité. Donc, voir un avocat français poursuivi pour un rien du tout, ce serait un encouragement aux dictateurs qui ne veulent pas du tout voir des avocats dans nos sociétés, dans nos différents pays. Donc cette mobilisation est un message aussi envoyé à nos dirigeants dictateurs. Merci Branco. Oui. Moi je suis avocat du Bénin. Je suis maître Baparapé Aboubakar du barreau du Bénin, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Cotonou, oui. Alors, pour la petite histoire, les Sénégalais ont parlé de leur cas par rapport à Maître Branco. Moi, je vais dire le mien également. J'ai eu la grâce d'avoir l'appui de Maître Branco pour défendre un des secrétaires panafricains de Kémy Séba, qu'on a arrêté. Et vous savez, chez nous, il y a une juridiction qu'on appelle la criette, spécialement créée pour broyer les opposants. Et toute personne ou tout opposant qui a une voix dissonante de celle du régime est systématiquement envoyé à cette criette. Si tu n'y prends garde, tu peux avoir 1000 avocats, les instructions étant données, c'est 20 ans. Nous avons pu donc éviter à ce jeune la condamnation ferme et obtenir sa liberté. Alors, aujourd'hui, Maître Branco étant en difficulté, vous comprenez que c'est un devoir de solidarité militante que de me retrouver à Paris pour défendre Maître Branco. La défense de Maître Branco est au-delà de sa personne, la défense de la liberté, la défense de la démocratie, puisque de la France à la Turquie, de la Turquie aux États-Unis, les libertés sont mises à mal. Que dire de nos pays africains où on vous broie sans que vous ayez la possibilité, n'est-ce pas, de vous défendre? Nous, les avocats qui défendons les droits de l'homme, nous sommes toujours exposés comme Maître Branco. Nous sommes l'objet de toutes les procédures. Nous sommes l'objet de toutes les persécutions. Alors, c'est pour ça que, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous voir venir nombreux. Quand je suis arrivé ce matin, je m'étais cru à Cotonou. Puisque si, oui, je m'étais cru à Cotonou avec les policiers comment vous appelez, en gilet pare-balles. C'est comme ça, tous les jours.
dès qu'il y a un opposant qui est traduit devant la criette, eh bien, toutes les issues sont bloquées et les policiers sont partout, sur les toits, sur les véhicules. Et je m'étais cru à Cotonou, je me suis dit, mais il ne s'agit pas d'un opposant, mais il s'agit d'un avocat. Mais un avocat qui défend les opposants. Alors donc, chers amis, restons mobilisés. Depuis la France jusqu'à l'Afrique, un peu partout, pour que nous défendions la liberté. Partout la liberté est en jeu, partout la liberté est attaquée par les dictateurs. Nous devons être là. Nous devons offrir, n'est-ce pas, notre service. Nous devons offrir notre capacité à combattre cette pègre-là pour que triomphe la liberté, pour que triomphe la démocratie dans le monde. Je vous remercie. Merci. Je vous salue tous. Et je vous remercie aussi pour cette force de mobilisation. Vous vous êtes mobilisés pour cet homme. Mais aussi, vous vous êtes mobilisés pour la défense de la liberté. Vous vous êtes mobilisés pour la défense de la démocratie. Vous vous êtes mobilisés pour la défense des sans-voix et des opprimés. Aujourd'hui, ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'une conspiration ordinale et une conspiration politique. Et c'est son ordre qui est utilisé. Et ceux qui ont utilisé cet ordre, c'est une frange de la classe politique, du pouvoir politique, et une frange du pouvoir judiciaire. Encagoulés, on donnait, en réalité, on instruit l'ordre de détruire l'un de ses membres. Une peine de 3 années de suspension, accompagnée d'humiliation, à savoir l'astreinte à des cours de déontologie pour un avocat qui a une envergure internationale. Ces textes signifient que c'est parce que l'ordre a été instrumenté pour détruire Juan Branco. Mais il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre eux. Il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Ils ne peuvent pas le détruire parce que l'avance de Juan dans la défense de la liberté et de la démocratie à travers le monde, ils ne peuvent même pas voir l'ombre de sa posture. Il est devenu, qu'on le veuille ou non, une légende. Cela dérange. Une légende des peuples. Cela ne plaît pas. Et certains lui reprochent son droit, non pas à l'existence, mais son droit à la différence. Avec son style, avec sa conviction, avec sa foi en la justice, et une volonté inébranlable, une peur sans limite dans la défense des droits. Et aujourd'hui, cette conspiration est en réalité aussi une escroquerie. Parce que je vous ai dit que finalement, il n'y a pas eu de victimes qui se soient plaintes de nous. Tout est par procuration et ensuite par autosaisie. Donc vous voyez, cela veut dire que ils ont avancé dans l'ombre. Mais cette ombre a rencontré une barrière.
la barrière des robes, toutes ces robes qui sont là, des hommes et des femmes, qui partagent avec lui les mêmes idéaux, qui partagent avec lui le même destin. Parce que tous ici sont persécutés. Chacun dans son pays, ou en France, tous font l'objet de poursuites disciplinaires. Ou en tout cas, tous sont victimes de conspiration. Mais c'est un choix dans la vie. Nous avons choisi d'être à côté de vous. Nous avons choisi d'aider les pays à poursuivre leur destin, à avoir leur souveraineté. Donc, nous savons que nous pouvons payer, comme lui déjà, il l'a payé, le prix de prison, le péril de notre vie. Mais cet idéal que nous partageons, nous cheminerons avec lui. Et nous pensons que ceux qui aujourd'hui ont tenu l'audience ont compris que cette vaste escroquerie ne devrait pas passer. Parce que c'est tuer la profession. C'est en fait décourager les avocats. Et c'est surtout faire comprendre aux autres pays que la France qui défendait des valeurs s'est retrouvée à terre. Ou c'était de l'hypocrisie, ou c'est parce que la France a perdu ses valeurs. Mais ces valeurs vivront avec nous. Ces valeurs vivront à travers nous. Parce que c'est un idéal de justice, un idéal de monde. Les robes seront toujours debout et ne fléchiront jamais. C'est acquis, c'est fait su, qu'on requiert 3 ans de prison ferme, enfin pardon, 3 ans de prison ferme, c'est un lapsus, 3 ans de suspension ferme, c'est-à-dire de retrait de robe, un jeune avocat qui n'a pas de casier ni judiciaire ni disciplinaire, parce qu'il a utilisé une enveloppe noire et rappelé les fondements d'une décision dans des écritures. Cela suffit à écarter tous les doutes que l'on pouvait encore nourrir sur le pourquoi et la volonté qui anime les personnes qui commanditaient cette procédure. Mais vous savez, c'est ce que j'ai dit à l'audience pour finir, c'est la moins douloureuse de toutes celles que j'ai eu à subir ces dernières années, de ces épreuves. Et toutes ces épreuves ne sont rien en rapport à la souffrance dont souffre, la souffrance que subit ce pays et à la violence que subit ce peuple depuis des années, la maltraitance que subissent ceux qui défendent leurs idées. J'ai eu le privilège de connaître la paix, de connaître un monde dans lequel on pouvait croître, se nourrir et vivre dans l'amour et la tranquillité. Je vois que ce monde nous échappe, je vois qu'on veut nous précipiter à la guerre. Je considère que mon sort n'est rien, si ce n'est une atteinte supplémentaire aux droits de tous ceux que je cherche à défendre. Et en fait, notre lutte, elle doit être et demeurer collective, elle doit être ça. Elle doit être cette réunion de toutes ces personnes qui, à un moment donné, se sont dit ce n'est pas lui, c'est nous. Et ce nous, il doit croître et croître jusqu'à les dévaster parce que, en réalité, en face, ils sont seuls. En réalité, en face, ils n'ont pour seule arme que la solitude. La leur est celle qu'ils génèrent. En réalité, en face, ils n'ont que des hommes armés, casqués, avec un FAMAS, parce que je tiens à dire que ce matin, à l'entrée, on avait des membres des forces de l'ordre avec des FAMAS pour une audience à l'égard d'un avocat. Voilà l'inquiétude qu'ils nourrissent à notre égard. Voilà notre force. Voilà notre puissance. Chercher à faire suspendre un avocat 3 ans parce qu'il a utilisé une enveloppe noire, cela ne dit pas notre faiblesse, mais la leur, cela dit notre force. Et il faut qu'on sorte d'ici ragaillardi, renforcé, qu'on se passe le mot et que la prochaine fois, on ne soit pas 2 fois, 3 fois, mais 10 ou 100 fois plus nombreux parce que cette fois-là, ils ne tiendront pas, cette fois-là, ils lâcheront. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui se retrouve dans cette situation, cet engagement, il faut qu'il soit collectif, de tenir les uns aux côtés des autres pour faire barrage et pour suivre l'exemple qu'ont donné mes confrères qui ont traversé jusqu'à 5000 km pour venir jusqu'ici, pour dire celui-là était des nôtres, celui-là a pris des risques
Je serai là pour lui à chaque fois qu'il me le demandera. Je vous remercie. Justement, ces mots de l'avocat contre les avocats. Avocat au barreau des Comores. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi par rapport au ressenti de cette journée? Non, mais il y a des audiences et des audiences. Celle-là, elle était très, très utile à tout point de vue. D'abord parce que c'est un frère, c'est un ami, mais surtout, il incarne les valeurs de l'avocat qui reposent sur le courage, sur les convictions. On ne fait pas cette profession pour gagner de l'argent. On fait cette profession pour accomplir, pour défendre des valeurs. Et il est grave. C'est l'avocat parfait. Je l'ai dit en plaidant, il est avocat dans l'âme. Il y a ça. Et puis deuxièmement, notre société qui est en plein chamboulement a besoin d'avocats. Nous avons en présence de nous des régimes forts, autoritaires et répressifs. Et s'il n'y a pas d'avocats dans nos sociétés pour défendre des principes, et non pas pour faire des chiffres, notre société sera cadenassée. Et c'est pour cette raison que cette audience était très utile. Et puis, il faut dire les choses, on ne sait pas il y a toujours le secret de délibérer, mais nous avons été écoutés. Il y a eu une composition qui était calme, qui était patiente, et ce qui nous a permis effectivement de nous exprimer en toute liberté. Et puis le reste, ça, comme je l'ai dit, c'est les secrets de délibérer, on ne sait pas. Donc nous, ce qu'on a appris, on était bien sûr à l'audience, on était là en tant que public, mais effectivement sans se manifester. Au départ, ce qu'on a compris, c'est que le juge n'était pas il n'y avait pas un juge qui était prévu. Est-ce que c'est dans la coutume et que normalement il y a un vrai juge ou ça n'est pas le cas? Non, normalement c'est un avocat. C'est un avocat, voilà. Qui est juge et entouré par d'assesseurs avocats également. Mais là, lors d'une précédente audience, notre confrère Manco a demandé à ce que ce soit un magistrat. Et ça permet effectivement de diversifier l'opinion et les appréciations. Et puis l'esprit corporatisme aussi est plus ou moins nuancé. Donc là, on a eu une composition une audience présidée par un magistrat. C'est quand même un président de chambre, la CONAPES, et puis entouré d'avocats comme assesseurs. Bon, ça a permis effectivement d'équilibrer un peu les choses. C'est ce qui nous a permis d'avoir une grande salle d'audience, parce que si c'était dans la petite audience, il n'y aurait pas eu de public. L'audience aurait été publique, mais restreinte. Et là, par contre, l'audience était publique. C'était quand même une bonne chose, puisque ça a permis, surtout au peuple, puisque la décision qui sera rendue au niveau du peuple français. Le peuple français était présent. Ils ont apprécié, et chacun à sa façon. En tout cas, ils ont vécu cette audience, puisque la décision qui sera rendue à leur nom. D'accord. Et c'est vrai que ce matin, quand on est arrivé, justement, Maître Branco nous disait on va être accueillis dans une petite salle. Donc, pour l'instant, rien ne se passe, on ne se présente pas, plus ou moins on a compris ça. C'est ce qui s'est passé? Bon, d'abord, il a dit qu'il ne comparaîtra pas. Voilà. Il veut que l'audience publique soit véritablement publique. C'est ce que nous avons défendu dans la petite salle en disant que notre client ne comparaîtra pas. Et comme je disais tout à l'heure, on a eu une audience, il y avait un président qui était très très à l'écoute. Il a réussi, avec ses collègues, à convaincre pourquoi il fallait que ce soit la grande salle. Et la partie poursuivante n'était pas d'accord. Hein. C'était opposé, fermement opposé. Ok. Mais la Cour n'a pas suivi. Ah, très bien, très bien. C'est aussi un élément qu'il fallait absolument mettre en exergue. Alors, je ne veux pas vous poser la question vraiment sur la stratégie, mais c'est vrai que nous, en tant que public, on a vu une stratégie qui était quand même... vous pouvez nous parler de la stratégie? Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, c'est-à-dire le fait que autant d'avocats prennent la parole au départ, nous, on a senti ça comme quelque chose qui était une forme d'écrasement et c'était comme si vous étiez en train un peu de les étouffer et montrer aussi le soutien des avocats qui étaient là, parce que vous êtes déplacés d'Afrique, de toute l'Afrique. Mais est-ce que cette stratégie, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais est-ce que cette stratégie était prévue dès le départ ou est-ce que vous avez accentué le trait? Vous savez, la spécificité de cette audience, c'est que la plupart des avocats, pour ne pas dire tous les avocats qui étaient présents, ont tous fait l'objet de procédures disciplinaires.
Bon, voilà. Donc, c'est l'une des spécificités de cette audience. Bon, donc, je peux dire qu'on a un vécu en tant qu'avocat, on a un vécu aussi en tant que prévenu devant les conseils disciplinaires. D'accord. Donc, c'était mécanique, c'était facile, mais on n'a rien préparé. C'était spontané. Oui, en tout cas, c'était vraiment très bien. une plaidoirie spontanée. Il y a que notre conseiller qui avait le dossier, qu'il avait préparé techniquement. Ouais. Mais sinon, pour le reste, ils ont l'habitude de défendre des gens poursuivis devant le conseil de discipline. Et puis, ils ont déjà été l'objet eux-mêmes des sanctions disciplinaires. On est tous passés à la casserole. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est vrai que vous en avez parlé, mais c'est vrai que ça s'est ressenti parce qu'on sentait qu'il y avait de la bouteille. Et effectivement, dans les pays d'Afrique, c'est un peu monnaie courante. Oui, moi je me rappelle tout au début de ma carrière d'avocat, j'ai été arrêté en pleine audience avec ma robe, menottée. Hein, ah oui, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable. Bon, donc en pleine audience, le président m'a dit, écoutez, vous n'avez pas l'autorisation de plaider. J'ai dit, je vais la demander. Elle a dit, je vous dis que vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, en dictature, la dictature ne donne jamais la parole. On l'arrache, donc je la prends. Que vous me la donniez ou non. Bien sûr. Il a suspendu première fois, deuxième fois, et puis troisième suspension, il a ordonné mon arrestation en pleine audience. Bon, c'est toujours comme ça. Donc, ça, j'étais tellement jeune. Bon, avec le temps. Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé par rapport à la entre guillemets procureur, je veux dire la personne qui était là pour plus ou moins attaquer, j'ai pas les termes juridiques, mais elle a manqué sa mission aujourd'hui. Voilà. Elle a manqué sa mission puisque c'est une procédure disciplinaire. Donc cette procédure aujourd'hui avait vocation à rappeler des règles. Oui. Mais elle était la première à s'asseoir dessus. Oui, voilà. On n'est pas obligé d'en parler, mais c'est vrai que effectivement, elle a manqué à ces règles de. Il faut qu'il boive un coup maintenant. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.